Le titre de la vignette est Névrite optique gauche aiguë secondaire à une poussée inaugurale de sclérose en plaques. On va traiter le patient avec des corticosteroïdes à haute dose. Alors, comme anamnèse hypothétique, on peut dire qu'un jour un individu se présente à l'hôpital car il remarque une baisse d'acuité visuelle à son œil gauche accompagnée d'une douleur pré-orbitaire et qui est augmentée lors de la mobilisation des yeux. Le patient remarque un flou visuel. On va donc lui diagnostiquer une névrite optique. Notons aussi que cette maladie touche le plus souvent les femmes dans une tranche d'âge comprise entre 18 et 45 ans. Cette névrite optique est dans la grande majorité des cas déclenchée par la sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique auto-immune chronique du système nerveux central. Ces manifestations cliniques sont liées à une démyélinisation des fibres nerveuses du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique dans ce cas-ci. Les causes restent inconnues. Des théories évoquent des facteurs génétiques et environnementaux. Alors partons de la sclérose en plaques pour débuter le schéma de la maladie. Sa principale action est la destruction de la gaine de myéline du nerf optique dans ce cas-ci. La myéline est une gaine lipidique qui entoure les fibres nerveuses. Elle est produite par les oligodendrocytes dans le cas du système nerveux central dont fait partie le nerf optique. Elle a pour rôle de protéger ces fibres et d'accélérer la transmission des messages ou un flux nerveux. Le système immunitaire des personnes atteintes de cette maladie détruirait la myéline en la considérant comme étrangère au corps, ce qui s'appelle une maladie auto-immune. Ainsi, à certains endroits du système nerveux, les influx sont plus lents ou complètement bloqués, ce qui provoque les différents symptômes de perte d'acuité visuelle. Alors comment expliquer les troubles de la vision? La vision correspond à la perception du spectre de la lumière comprise entre les longueurs d'onde de 400 nanomètres pour la couleur rouge et de 700 nanomètres pour la couleur bleue. Les rayons lumineux vont converger vers la rétine traversant plusieurs structures. Il y a d'abord la cornée, puis l'humeur aqueuse, les deux surfaces du cristallin, l'humeur vitrée, et ensuite pour se projeter sur la rétine et passer par un nerf optique. Il y a trois étapes qui permettent la perception visuelle. On a d'abord la transduction qui se fait au niveau des photorécepteurs. Il y a les cônes pour la vision diurne et colorée dont on distingue trois sous-types. Il y a les L, les M et les S en fonction de leur sensibilité spectrale. Et on a les bâtonnets pour la vision crépusculaire et nocturne en noir et blanc. Histologiquement, les photorécepteurs se présentent avec un précaryon autour du noyau cellulaire dont le pôle supérieur est surmonté par un segment interne renfermant principalement des mitochondries, puis un segment externe constitué d'un empilement de citernes qui renferme les pigments visuels. Ensuite, on a une première intégration de bas niveau qui se fait au sein de la rétine. Donc, comme on sait bien, la rétine est composée de 7 couches accolées à l'épithélio pigmentaire. Première couche, c'est la couche la plus externe qui est formée par les prolongements sensoriels des cellules photoréceptrices. Ensuite, on a la couche sous-jacente avec les noyaux des photorécepteurs. Troisième couche, c'est la couche plexiforme externe avec les cellules photoréceptrices qui réalisent des synapses avec les cellules bipolaires. Quatrième couche, c'est la couche granulaire interne qui est formée par les noyaux de cellules bipolaires, des cellules horizontales, des cellules amacrines et encore des cellules interplexiformes. Cinquième couche, les cellules bipolaires forment des synapses avec les cellules ganglionnaires dans la couche plexiforme interne. Sixième couche, la couche des cellules ganglionnaires est formée par les noyaux de ces cellules. Et enfin, la septième couche, c'est la plus interne qui est constituée par les prolongements axonaux des cellules ganglionnaires qui se dirigent vers la papille pour former le nerf optique. Et ensuite, enfin plutôt, l'intégration de haut niveau qui se fait dans le cortex. La perception consciente dans la vision est permise par la voie rétino-géniculostriée. Au cours de cette voie, les informations visuelles partent de la rétine, parviennent au chiasma optique via le nerf optique. Une partie des fibres décusent dans le chiasma optique et une autre partie ne croise pas, comme on l'a vu au cours, mais je n'ai pas le temps de le rappeler ici. Les fibres quittent ensuite le chiasma vers le cerveau par les bandelettes optiques, qu'on appelle les tractus optiques, comme il est indiqué sur le dessin, et se projettent sur le corps genouillé latéral. De là, des radiations optiques se projettent jusqu'au niveau du cortex strié visuel primaire de part et d'autre de la césure calcairine. Et enfin, on peut donc facilement comprendre que l'atteinte du nerf optique ne facilitera pas le transfert des informations visuelles au cerveau. Ceci explique donc les troubles de la vision. Un des traitements proposés est l'administration de corticostéroïdes à haute dose. En d'autres termes plus simples, pour vulgariser, on peut dire que l'individu présente un problème au câble qui achemine l'image au cerveau. Le nerf, ce câble étant touché, l'image sera donc de moins bonne qualité.